cette année la FCPE qui préside le CNAL, qui donc a choisi le thème des travaux. Et même si c'est un petit peu déconnecté du thème, en réalité, on va le raccrocher quand même parce que ça nous intéresse de savoir un petit peu comment ça se passe dans les établissements privés musulmans, dont on entend moins parler malgré les affaires que les deux qui ont eu lieu depuis l'année dernière, sur les suspensions de contrats. Et donc, je vais peut-être laisser Maud expliquer rapidement les travaux avant de débuter. Comme tu veux, Marie-Laure. Si, à condition que vous m'entendiez bien d'ailleurs, parce que le son est un peu haché chez moi, d'accord. Alors, juste préciser, la FCPE a proposé le thème qui a été accepté, choisi, discuté entre les différents membres du CNAL, en fait, en début d'année. Et effectivement, c'est la FCPE qui préside cette année le Comité national d'action laïque. Donc, je suis moi administratrice nationale, je supplée David Dumont, qui est président pour cette année. Et je suis référente de la commission école publique pour nos interlocuteurs. Donc, du côté de le thème qu'on a proposé, c'est celui de l'accès à l'école publique. En fait, il faut savoir que je suis aussi présidente de la FCPE du Morbihan. Accès à l'école publique, mais qui n'est pas garanti partout sur le territoire. C'est ce qu'on constate côté parents. C'est particulièrement vrai dans l'Ouest. Mais c'est vrai aussi sur des territoires ruraux ou en Île-de-France ou dans les agglomérations, souvent sous le prétexte de la liberté de l'enseignement, d'où la question qu'on vous a proposée. La liberté de choisir l'école publique est-elle garantie partout sur le territoire? J'espère que vous m'entendez bien, effectivement. Oui, non, c'est bon, Euh, il y avait un micro ouvert quelque part. C'est bon. Oui, et derrière, ça interroge en fait le choix des parents, savoir s'ils sont contraints ou pas dans leur choix de l'école privée, puisque l'école publique reste bien sûr un droit, mais pas toujours possible. Euh, Toutes les différentes auditions qu'on fait et un appel aux parents aussi qui a été diffusé, appel à témoignage des parents qui est en cours de diffusion et d'analyse. L'ensemble des travaux seront présentés donc fin novembre, début décembre, à l'occasion des 120 ans de la loi de 1905. Voilà. Donc c'est vrai que quand on pense école privée, on pense école catholique, école confessionnelle catholique, mais c'est loin d'être les seules, ou ce ne sont pas les seules, elles sont largement majoritaires, mais ce ne sont pas les seules. Et ça nous a semblé intéressant, effectivement, d'interroger aussi un spécialiste des écoles musulmanes, donc de vous interroger, Monsieur Mathieu, sachant que quand il n'y a pas d'école musulmane, en fait, souvent les musulmans se retrouvent dans des écoles catholiques entre croyants. Et quelque part, ça nous interpelle. Mhm. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et- Donc nous, Monsieur Mathieu, je vous avais envoyé un mail Oui. qui peut reprendre en fait la trame que nous gardons pour l'ensemble des auditions, puisque nous avons auditionné d'autres personnes, et donc pour essayer de coller aux établissements musulmans. Donc à savoir comment finalement les parents choisissent l'école, selon vous, et notamment donc les établissements privés musulmans. Quelles sont en fait finalement les raisons de ce choix. Euh, les freins rencontrés par les familles dans ce choix et donc pour le coup quel est le panorama aujourd'hui des écoles musulmanes en France et puis pour finir selon vous quelles sont peut-être les actions que nous pouvons mener nous en tant que militants euh, pour améliorer finalement l'accès à l'école publique pour ces familles qui, elles, choisissent au contraire d'aller ou de s'orienter plus davantage vers des établissements privés. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, merci de votre invitation. On avait effectivement préparé la réunion avec Charles, que je remercie aussi il y a quelques semaines. Alors, vous êtes gentil de dire que je suis un spécialiste de l'école, disons, des écoles musulmanes. Il se trouve que c'est plutôt à l'insu de mon plein gré, comme disait un coureur cycliste bien connu, parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet au travers de la polémique qui est née à Lille autour non pas la suspension, comme vous avez dit tout à l'heure, mais l'annulation, hein, c'est pas pareil, du contrat du lycée Averroès. Et je me suis retrouvé propulsé à la fois porte-parole, de façon pas toujours très agréable d'ailleurs, parce que je me suis fait un petit peu outer par certains cercles, et puis aussi à m'intéresser de plus près en fait à l'enseignement dit musulman en France, à cause en quelque sorte de ce sujet d'Averroès. Alors, donc, ce que je vous propose, d'abord, je vais peut-être vous faire une espèce de. Je vais commencer par le panorama, c'est peut-être le plus important. Alors, en fait, actuellement, euh, vous allez tomber de votre chaise, hein, il y a 900 élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement musulman sous contrat en France.
En France, 900. Et il y en a 10 000 qui sont scolarisés dans l'enseignement musulman hors contrat. Et la plupart étant dans ces hors contrats, ayant demandé à être sous contrat et ne l'ayant pas obtenu. Donc, ce n'est pas du hors contrat volontaire comme on l'a parfois dans l'enseignement catho intégriste. Là, c'est des établissements à qui on a refusé le contrat. Ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a plus de contractualisation. Il y a eu en 2022, la dernière fois, une contractualisation minimale d'une école primaire avec un équivalent temps plein. Donc, c'est la contractualisation à minima. Il n'y a plus qu'un lycée qui est sous contrat, qui est à La Réunion. D'ailleurs, je crois que le journal Le Monde a fait un article hier sur ce lycée. Et sinon, il y avait deux lycées métropolitains qui étaient sous contrat. Averroès, à Lille, qui était en fait, le lycée était sous contrat, mais pas le collège. Alors que le collège, depuis 10 ans, demandait d'être sous contrat. Donc là, le contrat a été annulé par le préfet en décembre 2023. Et le 18 mars, donc la semaine prochaine, il y a le premier niveau de jugement au fond du tribunal administratif de Lille. Donc, ils ont perdu le contrat, donc ils sont hors contrat aujourd'hui. Et puis, il y avait effectivement le groupe scolaire Al-Kindi à Dessine, qui lui était le seul groupe scolaire, donc totalement sous contrat, et qui a perdu déjà une partie de son contrat. Et d'après mes informations qui datent d'hier, la préfète a enclenché une autre disposition pour enlever ce qui reste encore de contrat à Al-Kindi. Voilà, donc ça veut dire que, alors, en France aujourd'hui, d'après mes petits calculs, qui sont probablement un peu erronés, on compte dans le système scolaire français de l'âge de 3 ans à l'âge de 18 ans environ 1,4 million d'enfants et d'adolescents qui sont de confession musulmane. Comment j'ai calculé j'ai regardé l'INSEE. L'INSEE dit 10% des Français sont de confession musulmane. Et vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait 10% des élèves par génération. Ça donne entre 1,3 million et 1,4 million. Donc vous voyez qu'il y en a 10 900, donc il y en a 11 000 qui sont, sur ce million 4, on va dire, il y en a 11 000 qui sont dans l'enseignement privé musulman sous contrat et surtout hors contrat. D'accord? Le reste, alors il y en a, comme ça a été dit tout à l'heure par Madame Le Resquette, qui est morbihanaise, donc elle a une focale bretonne que j'ai entendue très saillante, hein, puisque c'est rare en France d'entendre qu'il n'y a pas, il y a pas d'établissement public. Mais vous avez raison, hein, en Bretagne, c'est une tradition, enfin une survivance historique. Mais alors, on va dire qu'en effet, un certain nombre d'enfants ou d'adolescents de confession musulmane sont scolarisés dans l'enseignement privé catholique, qui représente 95% de l'enseignement privé sous contrat en France. Il y a un tout petit peu d'enseignement de confession juive, quasiment pas de confession musulmane et aussi laïque, hein, bien sûr, mais très peu. Hein, vous voyez, 95% est dit catholique. Enfin, il est catholique sur le papier, hein, parce que, bon, en pratique, c'est un peu différent, hein, bien sûr. Donc, on a un certain nombre d'enfants qui sont scolarisés dans ces établissements-là, mais en fait, on n'en a pas le pourcentage. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'il y a des différences notables entre territoires et aussi selon les politiques diocésaines. C'est-à-dire que si on prend par exemple la ville de Roubaix, ce qu'on sait de la ville de Roubaix, c'est qu'il semblerait que presque la majorité des enfants du privé à Roubaix soient de confession musulmane. Je parle du privé catholique. Mais dans d'autres régions de France, bon, évidemment, selon bien sûr, le pourcentage de population de confession musulmane dans les régions, les départements, bien évidemment, ou aussi selon les stratégies diocésaines, on a beaucoup moins, on a très très peu d'élèves de confession musulmane. D'accord? Bon. Il y a aussi pour votre information, parce que si le sujet vous intéresse, et j'en ai parlé à son président, d'ailleurs, ça serait assez, pardonnez-moi l'expression, marrant que le CNAL l'auditionne. Il y a un président de la Fédération des établissements musulmans qui regroupe à la fois le privé musulman sous contrat, mais vous avez compris que c'est vraiment c'est une PME, hein, voire une TPE, et puis le privé hors contrat. Il s'appelle Maklouf Mamesh. En fait, il se trouve que je le connais puisque c'est l'un des responsables de l'association Averroès à Lille. Voilà. Alors, vous dire aussi quand même, parce que c'est important dans le cadre de l'audition, que bah, le fait que j'ai été sollicité, que j'ai pris position sur Averroès, est lié au fait que jusqu'à l'année dernière, j'étais directeur donc, de Sciences Po Lille, et que depuis 2010, le lycée Averroès était partenaire de notre programme de démocratisation. Donc à Sciences Po, Lille, on a un programme de démocratisation, et ce lycée privé était partenaire de ce programme parce que il accueillait ou il accueille 60% d'élèves qui sont boursiers de l'enseignement scolaire. Oui, donc c'est aussi une spécificité de l'enseignement privé musulman sous contrat, aussi bien à Dessine qu'à Lille, c'est que c'est à la différence de l'enseignement privé, du reste de l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement privé musulman sous contrat
accueille un public qui est en large part un public de conditions très modestes. Ce qui s'est perdu quand même, alors sauf un peu peut-être en Bretagne quand même, mais globalement, quand on prend les directions diocésaines et l'enseignement privé catholique, on sait bien que c'est devenu, hein, il suffit de regarder les enquêtes sur les IPS, c'est devenu plutôt, ce sont plutôt des écoles de la bourgeoisie que des écoles catholiques, hein, si je puis me permettre. Dans l'enseignement musulman, c'est plus compliqué. Et si on prend juste Averroès, mais sans avoir la prétention de généraliser à partir d'Averroès, mais en même temps, Averroès était l'un des deux seuls et c'était le plus important au lycée. C'est qu'on y trouvait donc à la fois 60% d'étudiants, d'élèves boursiers de l'enseignement scolaire qui étaient assez souvent des élèves du quartier. Il se trouve que le lycée Averroès est installé dans un quartier à l'île Sud, qui est un quartier qui accueille une population pauvre et qui est souvent une population de confession musulmane. Donc, au fond, c'est un peu le lycée privé de quartier qui accueillait en fait les gamins, disons plutôt des familles ouvrières ou petits employés commerçants du quartier, mais des gens avec un pouvoir d'achat très faible. Et par ailleurs, pour les autres, alors je vais utiliser un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qu'on utilisait quand j'étais plus jeune, c'est la bourgeoisie. Donc en fait, c'est les personnes de confession musulmane qui ont un bon niveau social, qui ont fait des études assez longues, donc c'est avocats, médecins, chefs d'entreprise, qui sont de confession musulmane, qui n'habitent pas nécessairement à proximité de l'établissement, mais qui ont choisi de s'y installer, enfin de scolariser leur enfant là, plutôt que dans l'enseignement privé catholique ou plutôt que dans l'enseignement public, parce que bah, c'est un établissement qui, pour eux, associe deux qualités, entre guillemets, le fait d'être un établissement musulman, puisqu'ils sont musulmans, et d'un autre côté, le fait d'être un établissement privé à qui on prête, vous savez bien, en France, des qualités que n'aurait pas l'enseignement public, c'est-à-dire des formes d'endogamie sociale, etc., etc. Voilà, vous connaissez sans doute très bien tout ce qu'on dit de l'enseignement privé. Voilà, donc c'est ça la raison principale. La fermeture, enfin la décontractualisation de l'établissement a conduit à ce qu'à peu près entre 25 et 30% des élèves ont quitté l'établissement, puisque cette année, évidemment, il est passé hors contrat, donc les coûts de scolarité ont beaucoup augmenté. Et le tiers, à peu près, qui a quitté, c'est plutôt des élèves des milieux modestes, même largement des élèves de milieux modestes, qui en général ont été scolarisés dans l'enseignement public. Parce qu'il se trouve que du lycée Averroès, il y a deux lycées publics, Federbe et Montebello, pour ceux qui connaissent un petit peu Lille, qui sont des lycées d'ailleurs qui ont plutôt une bonne réputation. Voilà, d'accord. Donc, bon, après, vous voyez, j'ai pas mené d'enquête. J'ai pas mené par exemple d'enquête sur le choix de l'enseignement privé chez Averroès, notamment pour les filles, le port du voile. Mais en tout cas, ce qu'avait constaté l'inspection générale lorsqu'elle avait fait une inspection de l'établissement, qui, pour une petite parenthèse d'ironie mordante, n'a même pas été cité par le préfet dans son rapport de décontractation, une mission diligentée par Jean-Michel Blanquer, hein, qui est connu quand même pour être un quasi-frériste ou un islamo-gauchiste. La mission avait rendu un avis extrêmement positif sur l'établissement et avait précisé, ce que je peux confirmer, c'est qu'une partie des jeunes filles, jeunes femmes qui y étaient scolarisées ne portaient pas le voile, par exemple. Donc ça veut dire que, vous voyez, l'entrée par le port du voile, à mon avis, est une condition nécessaire mais pas suffisante pour expliquer notamment la scolarisation des filles. Alors, pour le reste, alors donc sur les choix, donc je viens de le dire en fait, je pense que hein, j'ai pas mené d'enquête poussée, mais il me semble que il y a donc pour l'enseignement privé sous contrat, il y a cette dimension, comment dire, pour les familles les plus modestes, de pouvoir scolariser leurs enfants dans des établissements qui, disons, respectent leur religion, hein, n'appliquent pas les règles de la laïcité, en tout cas pour cette partie-là, et qui sont peu onéreux parce qu'ils sont sous contrat. Bon, ça, évidemment, ça se casse la figure avec la décontractualisation au moins des lycées concernés. Donc, il y a cette dimension-là, probablement. Et puis, il y a aussi, voire surtout, et ça concerne là, pour le coup, également des populations musulmanes qui sont dans l'enseignement privé catholique, il y a la dimension, alors à la fois quand même, à minima spirituelle, c'est-à-dire que je suis musulman, de confession musulmane, je mets mon enfant dans un établissement catholique parce que d'abord, mon enfant, si c'est une fille qu'elle veut porter le voile, elle peut le porter. Et puis, on va avoir des enseignements autour de la spiritualité, etc., etc., un cadre
qui laisse place à la spiritualité, donc quelque part à la religion, qui va me convenir mieux que l'enseignement public, même si ce n'est pas la religion, si ce n'est pas ma religion. D'accord? C'est le cas notamment à Roubaix, dans un lycée qui s'appelle Saint-Rémy, que je connais assez bien. Il y a cette dimension-là. Puis sinon, il y a finalement la motivation qui est assez comparable à la motivation de la bourgeoisie catholique ou même pas catholique du tout en France, c'est-à-dire je choisis l'enseignement privé sous contrat, catholique en l'occurrence, alors que je suis musulman, parce que je suis dans une stratégie, une position sociale ascendante. Je veux que mes enfants, et ça c'est le problème, je pense, c'est l'agenda de votre groupe de travail, je considère, à tort ou à raison, que l'enseignement privé, en l'occurrence catholique, va garantir à mes enfants des possibilités de réussite plus importantes ou dans de meilleures conditions d'études, d'épanouissement que l'enseignement public. Et en cela, je pense qu'il n'y a pas de différence, à mon avis, hein, entre les familles, qu'elles soient en l'espèce des familles de confession musulmane ou pas. La seule différence qui peut peut-être exister, et ce que montrent notamment les travaux de l'INSEE, c'est que les parents de confession musulmane ont probablement un rapport à la religion beaucoup plus ordinaire, poussé, que les parents de culture catholique qui scolarisent leurs enfants dans l'enseignement privé catholique. Et vous le savez sans doute, ça provoque des tensions. Parce que quand je travaillais pour, comment dire, sur l'enseignement, l'éducation prioritaire et la manière d'intégrer ou de tenter d'intégrer l'enseignement privé dans l'éducation prioritaire, il y avait comment dire, cette dimension qui intervenait. C'est-à-dire, en gros, on constatait que les directions diocésaines, le SGEC que vous devez connaître, ce sont vos meilleurs amis, hein, le SGEC, qui d'ailleurs n'a pas d'existence, vous savez, légale, hein, c'est amusant, mais bon, nous, nos réunions, on nous expliquait que selon les directions diocésaines, et selon aussi le rôle des évêques ou des archevêques, il y avait des tensions plus ou moins importantes entre des directions diocésaines qui restaient attentives au fait d'accueillir dans leur établissement des enfants qui manifestement étaient religieux, enfin étaient liés à la religion, quelle qu'elle soit, et d'autres directions diocésaines, voire d'autres établissements qui s'en fichaient royalement, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, il y a des établissements publics catholiques qui demandent le certificat de baptême et qui, même si normalement ils n'y sont pas tenus, hein, rappelons-nous de Stanislas, exigent que les enfants aillent au caté, par exemple. Alors que dans d'autres établissements, on est dans une relation purement, comment dire, consumériste, c'est-à-dire qu'on accueille les gamins des familles sans rien leur demander, s'agissant de leur proximité à l'Église catholique. Voilà. S'agissant des musulmans, à mon avis quand même, le choix de l'enseignement privé catholique ou musulman par des musulmans, la dimension religieuse, sinon spirituelle, est très importante à mon avis. Voilà. Et en moyenne, à mon avis, elle est plus importante que pour les familles catholiques. Sauf autour de Versailles, enfin dans certains endroits, qui sont des écosystèmes bien connus. Alors, troisième point, parce qu'après, je pense que le mieux, c'est d'avoir un échange. Les leviers, bah, quand même, je crois que si on est d'accord pour dire qu'il y a à peu près 1,4 million d'enfants de confession musulmane dans l'enseignement en France entre 3 ans et 18 ans, je pense qu'en fait, l'immense majorité sont dans l'enseignement public. Si on prend si on prend comme base 20%, hein, puisqu'il y a 20% des enfants scolarisés entre 3 et 18 ans qui sont scolarisés dans le privé, sous contrat. D'accord? Hein, c'est ça, c'est le chiffre, c'est 20%. Je ne connais pas les chiffres. Personne ne connaît les chiffres en valeur absolue des jeunes de confession musulmane qui seraient dans le privé sous contrat. Euh, je ne pense pas qu'ils soient 280 000. Je ne pense pas. Vous voyez, je ne pense pas que ça représente 20%. Je ne pense pas que 20% des enfants de confession musulmane soient dans le privé. Je ne crois pas. Je pense que c'est moins que cela. D'accord? Donc ça veut dire que la problématique, elle est probablement moindre dans votre sujet, la liberté de choisir l'école publique. Je pense que la population de confession musulmane, vous comprenez, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais je ne crois pas, je pense que c'est moins un enjeu que les populations qui se disent ou qui sont catholiques. Aussi parce que, comment dire, la population musulmane quand même en France est une population en général quand même encore de milieux sociaux modestes, avec, disons, des formes d'habitus, comme dirait Bourdieu, ou de violence symbolique par rapport à l'enseignement privé en général, et a fortiori l'enseignement privé catholique, qui fait qu'ils ont une forme de réticence, si vous voulez, à scolariser leurs enfants dans l'enseignement privé, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est assez quand même éloigné de leur monde. Pour eux, je pense quand même que
en dépit de l'abaya, etc., l'enseignement public, je crois, moi, hein, continue à être un peu l'orientation assez naturelle des familles, parce que c'est pratique, c'est pas loin, etc., etc. Les autres gamins du quartier y vont également. Voilà, donc oui, je pense que c'est, à l'exception probablement de la partie minoritaire de la population de confession musulmane qui est dans des stratégies sociales ascendantes du fait d'un bon niveau d'études des parents, etc., etc. Voilà. Voilà. Bon, donc je ne dis pas que c'est un faux problème, hein. Enfin, je ne dis pas que ça n'est pas un enjeu, notamment pour vous, mais je crois que c'est un moindre enjeu fait que dans l'enjeu de la. Parce que vous dites la liberté de choisir l'école publique, vous avez fait exprès d'inverser le stigmate, comme dit Goffman, c'est que en fait, bon, en France, c'est plutôt la liberté de choisir l'enseignement privé. Et je pense que dans cette problématique, je pense que la population musulmane, évidemment, c'est un enjeu, mais bien moindre que d'autres catégories de population en France. Voilà. Très bien, on va pouvoir échanger à ce moment-là. Bah, pour lancer, moi j'avais une question parce qu'on a le Sénat qui vient de voter une proposition de loi où on a Pierre Ouzoulias qui a Ouais. lancé l'idée d'appliquer la loi de 2004 aux établissements privés sous contrat. Et je m'interrogeais sur cette proposition qui n'a pas été retenue, hein, puisque ça a fait un peu un tollé lors du débat au Sénat, mais enfin, il y a en fait Claude Lelièvre qui a fait un article dans le Café Péda ce matin sur ce sujet. Je pense que vous l'avez lu. Est-ce que vous pensez que ça aurait un impact ou pas? Parce que on voit que toutes les propositions de loi sont vraiment quand même enfin, de la religion musulmane aujourd'hui, hein, dans le sport, dans pas mal de sujets. Et donc, enfin, qu'est-ce que vous en pensez sur la réaction même ne serait-ce que sur l'établissement d'Averroès, les réactions que vous avez pu entendre sur la suppression du contrat? Alors, attendez, donc vous voulez me dire que si, par exemple, cette proposition de loi, qui évidemment n'a aucune chance d'être votée jamais, je pense, bon, était appliquée, qu'est-ce qui se passerait? Oui, Euh, c'est ça. C'est-à-dire, autrement dit, dès lors que les jeunes femmes, bon, Mais pas que les jeunes femmes, hein, je parle en général, oui, puisqu'on a aussi dans l'établissement catholique, hein. Mm. ouais. Bah, écoutez, moi, je suis pas sûr, dans le cas d'Averroès, je suis pas sûr que ça conduirait les. Bon, maintenant, de toute façon, la question se pose plus, ils sont Oui. plus sous contrat, mais je pense pas que ça conduirait les jeunes femmes à. Donc, ils devraient enlever leur voile à Averroès, n'est-ce pas? Je pense pas que ça les conduirait à aller dans le public. Parce que ne serait-ce que parce que certes, elles ne devraient pas porter le voile, mais elles seraient entre elles, en quelque sorte. Donc je n'y crois pas une seconde. Et puis, alors après, j'ai pas les chiffres dans le public, par contre, c'est-à-dire les chiffres de jeunes femmes de confession musulmane portant le voile dans le public, pardon, dans le privé catholique, pardon, excusez-moi. J'ai pas, il y a pas de chiffre qui existe, en fait, on ne sait pas. On ne Mm. sait pas, et en plus, on ne sait pas si ça serait une décision qui les conduirait à revenir vers l'enseignement public. Bon, donc j'aurais tendance à dire que si on veut agir sur l'enseignement privé, sa place dans la société française, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais bon, il y a d'autres propositions. Il y a eu Paul Vanier à l'Assemblée nationale qui a fait une proposition bon, qui n'a aucune chance non plus de passer, puisque c'est LFI qui l'a fait, mais qui me paraît assez intéressante, mais qui ne concerne plus la question de la laïcité, qui concerne plutôt l'IPS. Vous savez, de primer les établissements catho, enfin privés, qui verraient leur IPS baisser du fait d'une politique de plus grande mixité sociale. Voilà, mais bon, honnêtement, je pense que ça n'aurait aucun effet. Voilà. Ce qui, moi, m'avait fait agir, c'était ce constat que vous venez de dire, Mohamed, c'était ce constat Alors, je n'osais pas dire à l'époque de poids de mesure, parce que quand j'ai soutenu Averroès, il n'y avait pas encore eu l'histoire de Stanislas, et surtout pas de Bétaram, etc., etc. Mais j'ai un ancien étudiant qui travaille pour Médiacité, qui est en train de mener une enquête nationale, et qui me tient au courant, et qui me dit qu'en fait, les rectorats, en fait, il n'y a aucune inspection du privé qui n'est pas musulman. Aucune. Donc moi, de façon un peu provocatrice, j'avais dit au préfet à l'époque, vous avez fait mener plus d'inspections à Averroès que pour l'ensemble des établissements privés catholiques de France. Je pensais que je disais ça pour faire un mot. Je crois que j'avais raison en réalité. Alors bien entendu, il y a la problématique des attentats, il y a la problématique islamiste, il y a des effets de contexte. Le préfet a enclenché la procédure à Lille une semaine après l'assassinat de Dominique Bernard. Donc bon, il y a des éléments d'ambiance ou d'atmosphère qui peuvent l'expliquer. Mais ce qui est frappant, en effet, c'est la manière dont on traite ces situations
Et en particulier, si on compare avec Stanislas, avec Betaram, etc., c'est que, par exemple, on ne met pas en place ce que moi j'avais proposé de procédure de mise enfin, oui, de mise sous contrôle tout en gardant le contrat pour ensuite. Alors, on est assez éloigné des positions historiques du CNAL, là, c'est rigolo, on est en train de discuter, mais bon, passons. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, si on est attentif à cela. Et c'est vrai, vous avez raison, Mohamed, je pense qu'au-delà de. Il y a 7 millions de personnes de confession musulmane en France. A priori, sauf événement, on ne devrait quand même pas les expulser, si vous voulez, parce que la plupart d'entre elles sont quand même françaises et de plus en plus souvent français avec des parents français. Bon, voilà. Et alors évidemment, comment dire, le problème, c'est que c'est que, y compris parmi la population de confession musulmane, dont les enfants sont dans le public et qui n'ont pas l'intention de mettre leur enfant dans le privé, cette histoire, et plus maintenant celle de Decine, elles sont vécues comme des injustices profondes qui renvoient à des formes d'hostilité à la religion, n'est-ce pas? Parce que franchement, ce qui est reproché, vous me croyez, vous ne me croyez pas, vous m'avez lu, vous ne m'avez pas lu, c'est pas grave, mais franchement, ça ne justifiait pas ce qui a été décidé. Moi, j'avais proposé au préfet, parce qu'il se trouve que je connaissais le préfet, on avait été étudiés ensemble, j'avais proposé de regarder les deux, trois problèmes qui se posaient, parce qu'à l'aune de ce qui a justifié sérieusement la décontractualisation d'Averroès, je pense que 20 à 30% des établissements privés catholiques devraient être décontractualisés. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, si le ministère inspectait avec l'acuité, et surtout le ministère de l'Intérieur, parce qu'en l'espèce, c'est le ministère de l'Intérieur qui a inspecté avec l'acuité qui a été utilisée pour Averroès, je pense qu'on aurait un nombre considérable de décontractualisation, parce que évidemment, ce qui a été avancé, c'est porter atteinte aux valeurs de la République. Bon, je pense que quand on porte atteinte physiquement ou sexuellement à des enfants, aussi on porte atteinte aux valeurs de la République, si vous voulez. Donc, quelque part, et effectivement, ça a quand même été vécu par la. Alors, j'aime pas utiliser le mot de communauté musulmane, parce que en réalité, les musulmans sont extrêmement divisés en France. Bon, mais en tout cas, ça a été vécu par les gens de confession musulmane comme une forme de décision, comment dire, qui les visait en quelque sorte. N'est-ce pas? Et je trouve que pour la société française, on s'éloigne de nos sujets, mais pour la société française et pour toutes les problématiques d'intégration et de vie collective, de faire société, c'est une décision locale, mais qui, à mon avis, a une symbolique nationale qui est redoutable, je pense. Après, Al-Kindi et Averroès ont tous les deux été contractualisés à la fin des années 2000, sous la droite. Et d'ailleurs, le DGESCO de l'époque était Jean-Michel Blanquer, dans un contexte d'abord Sarkozy est ministre de l'Intérieur, puis il est président de la République. Le contexte est la volonté d'installer un islam de France et de l'installer sur une base, enfin avec une impulsion gouvernementale. C'est-à-dire qu'on dit pas aux musulmans revenez nous voir dans 6 mois organisés. On fait ça dans comment dire, une modalité qu'on pourrait appeler post-coloniale. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui dit écoutez, chers compatriotes musulmans, comme vous êtes incapables de vous organiser, c'est moi qui vais vous organiser. Bon, c'est assez marrant, mais bon, passons. Et dans ce cadre-là, on contractualise, on donne le contrat, on accorde le contrat dans les deux cas de façon assez facile et assez peu regardante. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à Lyon, le recteur de l'époque, qui était un recteur, disons, orienté à droite, démissionne pour protester. Et d'ailleurs, il fait une note à Jean-Michel Blanquer pour lui dire, Monsieur le DGESCO, j'émets des doutes et on passe par-dessus. C'est assez intéressant, hein, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des doutes autour justement de la proximité avec la confrérie des frères musulmans. Bon, on est en 2008, 2009, 2010. Moi, ma position est la suivante. Si je prends Averroès, parce que j'ai tout lu, euh, euh, comment dire, au moment de la décontractualisation, elle est absolument pas fondée. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les années qui l'ont précédé, au début des années 2010, il y avait un certain nombre d'enseignants qui étaient assez proches quand même de la confrérie, des frères. Il y avait, disons, des liens organiques entre l'UOIF et le lycée, puisque, il faut quand même le savoir, le patron de l'UOIF national, Amar Lasfar, était en même temps le président de l'association de Averroès à Lille. Or, à l'époque, rien n'est jamais reproché d'aucune manière à l'établissement. Jamais, jamais. Et même après les attentats, hein, de la même manière. Et je rappelle juste, c'est une anecdote croustillante, hein, croustillante, la situation est terrible pour eux, mais en octobre 2017, donc on est après les attentats, comment dire, le Front National dans l'hémicycle du Conseil régional, au moment du vote, qui normalement est complètement routinisé des subventions que la région accorde aux établissements privés sous contrat, il y a un représentant du FN qui dit qu'il ne faut pas que Averroès bénéficie d'argent de la région parce que c'est un établissement musulman, donc un établissement séparatiste. Eh bien, la vidéo était en ligne sur YouTube. Xavier Bertrand et Gérald Darmanin, qui est à l'époque ministre du gouvernement Philippe, mais qui est encore vice-président de la région, prennent tous les deux la parole en disant que c'est l'honneur de la République et l'honneur du Conseil régional des Hauts-de-France que d'aider un établissement privé musulman sous contrat à travailler et à se développer. D'accord, on est en 2017, et donc on est après les attentats, et on est après la période où il y a eu les polémiques sur le financement du Qatar, etc. etc. Et donc, le moment où ils vont attaquer ce lycée et que ça va conduire à la décontractualisation, objectivement, quand vous lisez, je vous le dis sérieusement, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais quand vous lisez le dossier, d'abord, on a l'impression que ça a été rédigé par un stagiaire de troisième, et franchement, les arguments qui sont avancés, ils sont totalement spécieux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure assez rapidement, une inspection générale, quand même, diligentée par Jean-Michel Blanquer,
rend, juste après le Covid, un rapport qui n'est jamais rendu public. Je rappelle que le rapport sur Stanislas, il a été communiqué à la direction de Stanislas dès qu'il a été réalisé. Ce rapport des deux inspecteurs, il n'est jamais rendu public. Pourquoi n'est-il pas rendu public? Parce qu'il est trop satisfaisant, puisqu'il a été réalisé par Jean-Michel Blanquer à la demande de Xavier Bertrand, parce que Xavier Bertrand, à partir de 2019, il avait décidé, vous le savez sans doute, de sucrer la subvention qu'il doit. Il a été condamné 5 fois, ça a fini au Conseil d'État, hein. Il avait décidé de suspendre l'argent que la région versait à cet établissement, alors que c'était complètement illégal. Donc il était un peu dans une situation compliquée, donc il saisit Jean-Michel Blanquer en lui disant, j'ai fait ça parce que je suis un lanceur d'alerte. D'ailleurs, Xavier Bertrand va dire qu'il est lanceur d'alerte. J'ai vu les choses avant, donc en fait, Jean-Michel Blanquer est un peu embêté. Il diligente une enquête qui est menée par deux inspecteurs, dont un, Alain Peritas, qui était un inspecteur général extrêmement expérimenté, pas soupçonnable d'être particulièrement favorable à l'enseignement privé en général et à l'enseignement musulman en particulier. Le rapport est excellent et ce rapport n'a été rendu accessible que quelques jours avant la commission de concertation en novembre 23 sur saisine de la CADA. C'est-à-dire qu'en fait, l'association Averroès a demandé à avoir accès à ce rapport pour pouvoir l'utiliser dans sa défense. Le préfet a refusé de le donner. Le rectorat a refusé de le donner. Ils ont dû saisir la CADA pour y avoir accès. D'accord? Et je termine en vous disant que dans le document final, c'est en gros le texte par lequel le préfet termine en disant pour ces motifs, je suspends le contrat, jamais ce rapport n'est cité par le préfet, qui est une autorité publique de l'État. Il pourrait au moins le citer en disant OK, il y a ce rapport qui existe, il ne le cite jamais. Donc ça veut dire que c'est pour ça que moi j'ai expliqué que je considérais que c'était une instruction qui n'était qu'à charge. Voilà, mais après, le dossier est compliqué, je ne rentre pas dans les détails, il y a eu quelques mises en cause. J'en cite une, enfin, c'est qu'il a été évoqué que 10 ans avant, un enseignant d'Averroès avait tweeté un message critique de la manière dont la démocratie fonctionnait en France. D'accord? Cet enseignant n'est plus enseignant depuis 10 ans dans l'établissement. Sur cette base-là, il a été indiqué que l'établissement portait atteinte aux valeurs de la République. À cette aune-là, un prof qui va dire que Jean-Luc Mélenchon est beau et que Macron est con dans un lycée, il faut fermer le lycée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est quand même dans des problématiques qui sont compliquées. Mais je termine quand même en disant que, bien entendu, il faut renvoyer ça à un contexte plus général de tension par rapport aux attentats, etc., etc. Donc un écosystème politico-médiatique qui fait que c'est relatif, enfin, ça peut quelque part être compréhensible qu'il y ait une attention posée à ce genre de problème. Mais en revanche, on est quand même préfet de la République. Bah, à un moment donné, on est calme et on regarde les sujets avec le sérieux qui incombe à ce type de responsabilité. Voilà. Euh, J'en mon, prie, j'en prie, vas-y. mon intervention porte juste sur à la base la décision préfectorale. Alors, l'arrêté préfectoral de résiliation du contrat, moi je le connais que par l'ordonnance du TA de Lille. Et ce qui est frappant quand on regarde l'ordonnance du TA de Lille, enfin les deux, enfin la première puis la suivante, c'est que en fait l'éducation nationale est totalement satellisée. Oui, oui, exactement. C'est-à-dire que les trois rapports qui se sont échelonnés entre 2021 et 2023 ne sont même pas mentionnés, et tout se fonde sur la décision de la Chambre régionale des comptes. Alors, moi là-dessus, j'ai deux questions. La première question, c'est qui a saisi la Chambre régionale des comptes? Et ma deuxième question, qui est en fait plus un doute, c'est pas vraiment une question parce qu'elle est en suspens. Dans le milieu juridique, on est assez nombreux à penser que la Chambre régionale des comptes n'a pas compétence pour se prononcer Ouais. ici sur un aspect qui est extérieur au contrat, puisqu'il s'agit non pas de l'instruction, qui est laïque naturellement, mais sur l'éducation, puisqu'il s'agit du cours d'éthique musulmane. Mm. Un livre, pour rappeler la situation, un livre a été trouvé dans le CDI, qui est utilisé dans le cours d'éthique musulmane en classe de seconde, et ce livre, semble-t-il, est sulfureux. Il s'agit d'un texte classique de droit musulman, mais commenté par des savants syriens des années 20. Bon, bref, je passe sur le détail. Et c'est ce livre qui a été jugé contraire aux valeurs de la République et son usage en classe de seconde. Et donc là, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, sort quand même de sa compétence naturelle. Et en plus, ça ne porte pas sur l'exécution du contrat, le manquement qui est levé. Qui est relevé. Le manquement qui est relevé porte sur ce qui relève du caractère propre, c'est-à-dire la dimension éducative. Il va de soi que le cours d'éthique musulmane n'est pas dans le périmètre du contrat. Je rappelle que le périmètre d'un contrat d'association à l'enseignement public, évidemment, c'est l'exécution des programmes de l'éducation nationale. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre dans l'intervention de la Chambre régionale des comptes. Je ne me l'explique pas. Y a-t-il un élément d'explication? Si tu l'as, je suis preneuse. Alors, non, mais en fait, il y aurait de quoi faire une série Netflix, hein, je pense. Mais disons que comment dire, alors d'abord, la Cour des comptes, elle a été saisie très probablement par le préfet suite à, disons, une demande de Xavier Bertrand. Donc, en gros, il s'agissait de trouver des choses qui pourraient justifier, en fait, que l'association soit mal gérée. Et en particulier, l'histoire d'une subvention qui a été accordée par Qatar Foundation à un moment donné, qui d'ailleurs a été évoquée dans un livre de deux journalistes, Chesneau et Malbruno, et qui est détruite en une page dans le rapport de l'inspection générale, qui rappelle aussi que Qatar Foundation, après tout, est une ONG reconnue par l'ONU et est aussi le principal sponsor d'une équipe qui a battu Liverpool hier soir et qui, grâce à cela, est quand même portée au pinacle. Passons. Mais je pense qu'il y a de ça. Première chose, je pense qu'il y a une recherche d'aller chercher des problématiques budgétaires, etc., etc. Bon. Mais effectivement, Gwenel, tu as raison. Quand j'ai lu ce rapport,
Et moi, je l'ai lu avant d'apporter mon soutien, parce que moi, j'avais dit à Averroès, bon, il faut que je puisse lire tout ça. Quand j'ai lu ce truc, je me suis dit, on a des gens de la Chambre régionale des comptes qui se baladent dans le CDI, c'est pas leur compétence. Ils voient un livre, un peu toute chose égale par ailleurs, c'est comme si on voyait le livre de Charles Maurras dans un CDI d'un lycée public, d'un lycée privé catholique, hein, en gros. D'accord. Et à mon avis, prenons le pari que, bien sûr, dans aucun lycée privé catholique de France, il y a des livres de Maurras. Ils voient ce livre dans une bibliographie de l'enseignement de la, enfin, de la catéchèse, de l'islam, donc de caractère propre, 2 secondes, et ils en infèrent de cela, ils écrivent ça dans leur rapport, alors que ça n'a rien à voir, et le préfet chope ça et tire la ficelle. Sauf que, donc, bon, le livre, il est au CDI. D'ailleurs, plusieurs inspections qui ne sont pas citées par le préfet rappellent que dans ce CDI, il y a des livres sur toutes les religions, il y a des livres sur l'homosexualité, sur la transition de genre. Là encore, allons auditer le CDI d'un lycée privé qui ne soit pas musulman et on va se marrer, hein, si je puis me permettre. Mais bon, et même le lycée, Averroès dit, en fait, cet établissement, ce livre est dans une bibliographie, mais il n'a jamais été utilisé dans les cours de catéchèse musulmane. Et en plus, c'est le caractère propre. Et bien, jusqu'au bout, le préfet va avancer l'argument. N'est-ce pas? Donc, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu problématique. Au fond, pour le dire autrement, mais vous avez compris que j'étais un peu militant de cette cause, enfin de cette cause, pas de la cause d'un établissement privé musulman, mais de la cause d'une forme de justice dans l'exercice du travail d'un préfet. Et donc, de valeur de la République, la justice, c'est la première valeur de la République avant toutes les autres. Et pour terminer, Gwenaël, sur le ministère de l'Intérieur, ce qui est fascinant, effectivement, c'est que c'est quand même la préfecture qui tient les contrats, hein, qui a la main sur les contrats. Si on prend par exemple Stanislas, c'est l'inspection générale qui a inspecté. Il n'y a jamais eu un autre acteur que l'inspection générale. Dans le cas d'Al-Kindi ou d'Averroès, dans les 2 cas, les rectorats ont été mis sous le boisseau parce que ce que les préfets ont mis en avant, c'est l'atteinte aux valeurs de la République et c'est le risque sécuritaire. C'est le risque sécuritaire. Non, non, Il mais là, semblerait- pardon, si je peux me permettre, seul le préfet peut résilier un contrat d'association. Ça, c'est valable pour Oui, tous les oui, contrats oui, d'association, bien hein, c'est sûr. pas- Oui, bien sûr, mais je pense que quand on prend, par exemple, je prends un exemple dont Gonel, tu as vu passer, moi je suis abonné à la Croix, je m'en excuse, cher ami, mais c'est Et moi aussi, et moi voilà. aussi. Donc, vous avez peut-être vu passer en fin d'année dernière la décision de la rectrice de Bordeaux, d'ailleurs qui vient d'être mutée à Lyon, de suspendre pour 3 ans, je crois, de ses fonctions de directeur, pas de prof, le directeur d'une institution à Pau, de mémoire. Quand on lit tout ça, on voit que ce monsieur était aussi accusé d'avoir invité des gens d'extrême droite. Donc, quelque part, c'est pas que pédagogique, vous voyez ce que je veux dire. La rectrice là-bas, je la connais bien, a fait savoir à la préfecture que c'était son précaré, que c'était à elle de gérer, que c'était une question qui concernait l'éducation nationale. Dans le cas d'Averroès et d'Al-Kindi, l'éducation nationale a été chantée parce que très très vite les préfets ont dit on n'est pas dans le champ du pédagogique ou des enseignements, etc., etc. On est dans le champ d'une atteinte aux valeurs de la République, c'est-à-dire d'une dangerosité de cet établissement par rapport aux valeurs de la République et probablement implicitement une dangerosité islamiste ou terroriste. Et dans les 2 cas, les rectrices, enfin, les recteurs et rectrices, moi je l'ai vu à Lille, ont été quelque part, n'ont pas su, pas pu ou pas voulu se réimposer dans le jeu. Et d'ailleurs, lors de la commission de concertation, la rectrice de Lille a dit que de son point de vue, et du point de vue donc, de l'éducation nationale, l'établissement ne posait pas de problème. Mais qu'en revanche, elle se rangeait aux arguments du préfet s'agissant de l'atteinte aux valeurs de la République. Voilà, donc c'est un vrai hiatus. Mais si on prend Stanislas, puisque j'avais regardé ce superbe documentaire au reportage, le problème c'est que le directeur à une époque avait appelé les parents d'élèves et les élèves de l'école à aller manifester contre le mariage pour tous. Donc, quelque part, c'est un appel de nature politique. À aucun moment, il n'a été considéré que cela était constitutif d'un problème qui devait relever plutôt de la préfecture que de l'éducation nationale et de son inspection générale. Voilà, donc donc le fameux 2 poids 2 mesures. Moi, je suis, en tant que serviteur de l'État, comme Gwenaël ici, mais presque vous tous, je pense, je suis, moi, mon problème, c'est ça. Le problème principal, c'est ce sentiment qu'un établissement, parce qu'il est musulman, il faut quand même le dire, subit un traitement de la part des hauts fonctionnaires de l'État qui est différencié du traitement que l'on fait subir à un établissement de confession catholique. Juste, on va avoir les chiffres. J'ai pas dit qu'il y avait que les 2 bahuts musulmans qui avaient été inspectés, hein. Je dis qu'au prorata, il y a quand même 6 000 de mémoire, il y a 6 000 établissements privés en France. Ces 2-là ont été énormément inspectés, vous voyez, par rapport aux 6 000 autres. Mais bien sûr, il y a quelques inspections qui ont lieu. J'ai discuté avec un ancien recteur qui est à la retraite maintenant, qui m'avait confirmé qu'il avait inspecté, il m'a même confirmé qu'il avait décontractualisé un collège privé à Albi dans les années 90, qui était un collège intégriste. Mais Mathilde, avec un petit sourire, il l'avait fait après avoir appelé l'évêque pour avoir son accord. Et l'évêque lui avait dit que ça le dépannait s'il le faisait. Mais donc, bien sûr, on va avoir l'enquête, parce que mon ancien étudiant dont je vous ai parlé, il a demandé à tous les rectorats de lui donner l'information, vous voyez, hein, pour vous répondre. Beaucoup de rectorats ont refusé, donc il a saisi la CADA. Et il a déjà eu la réponse du rectorat de Nantes qui dit dans les 5 dernières années, zéro. Zéro évaluation. Après, vous avez raison hein, de dire qu'il y a une carence de l'évaluation de tous les partenaires de l'éducation nationale, hein, dont vous faites partie, enfin dont votre association fait partie. Et puis aussi, il faut le rappeler, mais vous le savez sans doute, qu'au niveau national, l'enseignement privé n'est pas géré par la DGESCO, mais géré par la DAF, hein, et géré par la Direction des affaires financières.
n'est pas géré par la DGESCO, hein, et ce qui veut dire que globalement, voilà. Puis après, il y a le corps des inspecteurs généraux, bon, n'est pas assez cortiqué pour le faire. Et dernière chose, il faut quand même le dire, on pourrait imaginer aussi que les conseils départementaux ou les conseils régionaux euh, puissent demander à auditer les comptes plus sérieusement qu'ils ne le font, parce en ce moment, ils demandent aux établissements de leur produire leur bilan financier, mais dans 95% des cas au moins, ils se contentent de le recevoir, de s'assurer qu'ils l'ont bien reçu, mais à aucun moment, ils ne vont regarder plus concrètement ce qui se passe. Et c'est quand même beaucoup d'argent, hein, vous le savez bien, c'est pas vous que je vais le dire, 75% du budget des établissements privés, en fait, c'est nos impôts. Donc ça veut dire que quelque part, on donne beaucoup d'argent sans véritablement aller s'assurer de la manière dont il est bien utilisé dans tous les sens de ce mot. Voilà. Sur le caractère propre, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait un audit, pas systématique, mais par choix, hein, vous voyez, une espèce d'audit tournant des établissements, probablement que, en ayant un regard quand même assez acéré, hein, on arriverait à montrer que le financement, enfin, le financement public sert à financer le caractère propre. Ça me paraît assez évident et évidemment, personne n'a intérêt à ce que ça se passe. Ensuite, je suis complètement d'accord avec vous. Je crois que mon expérience comme vous dans l'Académie de Lille et depuis très nombreuses années comme parent d'élève, c'est que la question enfin, de devoir enlever son voile à l'entrée de l'établissement. D'accord? En dehors de quelques affaires qui ont été montées au Pinacle, notamment à Tourcoing, vous avez dû suivre, qui est quand même une affaire très particulière avec une professeure un peu particulière, semble-t-il. Mais bon, donc ça veut dire que ça pose pas problème. Enfin, il suffit, moi je passe tous les matins devant le lycée Faidherbe, je vois les jeunes filles qui arrivent. D'ailleurs, les groupes de jeunes filles qui arrivent sont des groupes hétéroclites, c'est-à-dire que voilà. Et puis, bah, celle qui porte le voile l'enlève tranquillement à l'entrée du bahut. Ça n'a pas l'air d'être la variable qui va faire que les jeunes femmes, les jeunes filles vont aller dans le privé. Et 2004, moi, ce que je dis toujours en m'inspirant de mon ami Patrick Veil, c'est que la loi de 2004, en fait, est une loi de protection des jeunes filles qui ne voulaient pas porter le voile et qui étaient mis en cause, souvent d'ailleurs par les garçons de confession musulmane, qui leur reprochaient d'être de mauvaises sœurs parce qu'elles ne portaient pas le voile. Donc, Patrick Veil, qui a participé à tout ça, l'explique très très bien. Vous connaissez par cœur Patrick Veil, de dire ne nous trompons pas de combat. C'était une loi qui, en protégeant celle qui se disait musulmane et qui disait ne pas vouloir porter le voile, ben, finalement, protège la liberté de se positionner par rapport à son rapport à la religion. Voilà. Oui, il y a au-delà des moyens humains, il y a le fait que culturellement, au ministère de l'Éducation nationale, aucun ministre, même ceux de gauche récents, n'ont eu l'idée, le courage ou je sais pas quoi, de dire bah, l'enseignement privé va passer de la DAF à la DGESCO. Voilà, je ne vois pas pourquoi. Oui, voilà, ne serait-ce que ça. Et puis de faire savoir qu'il est logique dès lors qu'on verse, dès lors que c'est l'État ou la puissance publique qui participe aux trois quarts du financement de l'enseignement privé sans aucune contrepartie, n'est-ce pas? On est un pays unique pour cela. Il est au moins logique qu'assez régulièrement, la puissance publique aille voir ce qui est fait de cet argent public. Juste ça, vous voyez, et rien que ça, à mon avis, si un ministre osait lancer ça, à mon avis, il est viré. Il est viré. Regardez comment Papendiaï a tenté, les pieds sur des œufs, d'utiliser de manière, disons, un peu tactique la publication de l'IPS pour dire à l'enseignement privé, notamment catholique, bah, regardez quand même ce que montre l'IPS, il faudrait qu'on discute tous ensemble. La manière dont il s'est retrouvé isolé au sein du gouvernement, avec des gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas la priorité, l'enseignement privé, ça tourne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, culturellement, en France, hein, on est dans une culture très majoritairement favorable au fait qu'on laisse la paix à l'enseignement privé. Et très au-delà des gens qui scolarisent dans l'enseignement privé, hein. Je crois. Bon. Et sinon, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez raison que ce n'est pas le centre de votre combat. On ne vous attend pas, tous ceux qui sont là à l'écran, on ne vous attend pas sur la défense d'Averroès. Mais c'est normal. Mais je pense que, par contre, on peut vous attendre sur la défense du droit et de l'équité. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas votre combat. Votre combat, c'est l'école publique. Donc, c'est sûr que d'aller défendre, c'est comme si vous étiez les écolos et que vous défendiez la bagnole, quoi. Vous voyez, bon, mais c'est pas ça la question. C'est que moi, je pense que vous n'affaiblissez pas ce qui fait le lien, ce qui fait le CNAL. En fait, ce qui fait le CNAL, c'est la défense partagée des valeurs de la laïcité et de l'enseignement public. Je pense que vous ne vous affaibliriez pas en faisant savoir qu'il se passe là des choses qui vous interpellent. Au nom du droit. Au nom du droit. Voilà.
Je voulais juste faire trois petites remarques sur le caractère propre. La première, c'est que tu as dit, en passant, sauf si je t'ai mal compris dans ton topo introductif, qu'il arrivait que des établissements catholiques réclament pour l'inscription des élèves des certificats de baptême et que dans le courant de la scolarité, ils imposent aux élèves la participation à des exercices religieux, le caté, la messe, etc. Je voudrais quand même bien clairement rappeler à tous, je pense que tout le monde le sait, mais ça mérite d'être redit, ceci est illicite et même pénalement réprimé et c'est naturellement une cause majeure de résiliation du contrat. Donc, si c'est avéré, Bah, ça- il faudrait absolument mettre ça sur la table et rappeler à tous que c'est interdit. bah, pour Stanislas, tu le sais bien, Gwenaël, J'ai lu le rapport qui a fuité dans Mediapart. eh C'est ben, tout c'est ce le que vrai, j'ai lu. bah, c'est le vrai rapport. Euh, Il dit je bien sais. en début d'année, tous les élèves allaient à la messe. Est-ce que c'est sur une base volontaire ou est-ce qu'ils y sont contraints? C'est pas clair ce truc-là. Bah, En tout cas, et, non, qu'est-ce que la contrainte, Gwenaël? d'accord. C'est le consentement. Non, mais Ouais, il ouais. faudrait juste simplement sans arrêt rappeler cette donnée élémentaire que quand on entre, on s'associe à l'enseignement public par le biais d'un contrat d'association avec l'État, on s'engage à respecter, un, le principe de non-discrimination religieuse à l'entrée, deux, la liberté de conscience totale de l'élève. Et ça, comme tu as dit en passant, comme si c'était un truc normal. Dans les établissements catholiques, il y avait ça, je tenais quand même à le rappeler parce que ce n'est pas du tout normal, c'est totalement illicite. Voilà, bon, ça c'est le premier point sur le contrat, sur le caractère propre. Le deuxième, c'est plus une question d'information sur la transposition de la loi de 2004 dans le règlement intérieur des établissements privés confessionnels, notamment catholiques. Alors, il se trouve que j'ai auditionné Monsieur Delorme, qui est le secrétaire général de l'enseignement catholique, dans le cadre du Conseil des sages de la laïcité. J'étais en tête à tête quasiment avec lui, ça a tourné assez rapidement au vinaigre, mais c'est pas grave, il était quand même obligé de me répondre. Et alors à la question, euh, le règlement intérieur de vos établissements a-t-il intégré cette règle de discrétion confessionnelle de la part des élèves? Réponse, je ne sais pas. Il n'y a aucune centralisation des règlements intérieurs. Et je veux bien le croire complètement sur ce point. Le réseau des établissements catholiques est très décentralisé. Chacun vit sa vie. Tu as dit que c'était le diocèse qui avait la main, c'est pas si certain que ça. Parce que par exemple à Marseille, il y a deux établissements qui sont très proches l'un de l'autre, qui sont géographiquement j'entends, deux établissements catholiques. L'un a transposé la loi de 2004 dans son règlement intérieur, l'autre non. Donc c'est plus une décision d'établissement, semble-t-il, puisqu'il relève du même diocèse, naturellement, qu'une décision diocésaine. Et j'ai deux collègues publicistes, Annette Vauchez et une jeune collègue dont j'oublie le nom, pardon, qui ont colligé ce qui était disponible sur Internet en termes de règlement intérieur. Et il semble que majoritairement, les établissements d'enseignement catholique aient transposé la loi de 2004 dans leur fonctionnement intérieur. D'après ce qu'on trouve, parce que là, la recherche n'est pas complètement disponible, exhaustive. Et mon troisième point, ce serait sur cette affaire de transfert de fonds publics qui sont alloués, je le rappelle, à l'enseignement public dans les établissements privés, dispensés par des agents publics selon les règles et les programmes de l'éducation nationale. Donc c'est ça qu'on finance, nous. C'est une délégation de service public. Si on dit qu'il y a un détournement de cet argent au profit d'activités sous la bannière du caractère propre, donc amener les élèves à Lourdes ou que sais-je, là, il y a un vrai sujet. Et personne, mais alors personne n'investigue, y compris les très bons rapports parlementaires que tu as cités. Il faudrait mettre ça sur la table, je pense, sachant que sur la question financière, je parle du point de vue du Conseil régional d'Île-de-France. Donc, je ne sais pas pour les autres conseils régionaux, mais il se trouve que j'ai participé à une action devant le tribunal administratif de Paris avec le groupe de gauche, l'opposition de gauche au Conseil régional. Et quand ils votent des subventions dans le cadre naturellement de la loi Fallou, donc c'est plafonné, évidemment, il faut disposer des comptes. En l'occurrence, c'était Sainte-Geneviève à Versailles, Saint-Colomban, ou je sais plus quoi. Enfin bref, les comptes ne sont pas transmis à l'opposition. Alors sur quelle base l'opposition peut-elle se fonder pour contester le montant de la subvention? C'est complètement délirant. Et ce qu'il y a de fou, c'est que les tribunaux administratifs considèrent que c'est pas un vice de forme de nature à entraîner l'annulation de la délibération. C'est fou. Euh, Parce que quand tu as dit il faudrait que les conseils régionaux demandent les comptes, bah d'accord, mais il faudrait les transmettre à l'opposition. Moi, je suis sûr que oui, Mme Pécresse les a, les comptes. Et pourquoi elle ne les donne pas à l'opposition? oui, mais oui, bah, et je suis complètement d'accord avec toi, mais on sait que Aura, enfin la région de Vauquier et la région Île-de-France, semblerait
financé au-delà de ce qui devrait être financé, notamment sur l'investissement immobilier dans les établissements. Et je rappelle, enfin, j'ai pas eu le temps de le dire, mais dans le cas d'Averroès, dans les motifs du préfet, il y a eu la communication tardive des comptes de l'association Averroès au conseil régional. D'accord? Comme l'un des motifs de fraude ou de. Mais prenons les paris du nombre d'établissements privés par ailleurs qui ne communiquent pas à leur compte. En fait, qui oublient de les communiquer, qui ne les communiquent pas, la région leur demande même pas, etc., etc. Voilà. Non, on a un vrai. Là, on s'est éloigné d'Averroès, mais on a un vrai problème de. Je trouve un vrai enjeu, pas un problème, un enjeu de la manière dont la puissance publique s'assure du bon respect des lois afférentes et globalement du bon respect de l'argent public qui est attribué à ces établissements. Moi, je trouve, hein, franchement, et y compris à Averroès d'ailleurs, mais l'ensemble, bien sûr, bien sûr. Au-delà, oh non, mais au-delà de ça, je pense que, alors, quand même, déjà, quand on vous avance l'argument sécuritaire, c'est compliqué. Vous voyez, quand on vous dit, mais attention, soyez pas naïfs, il se joue là des choses. Oui, on vous laisse à penser ou à entendre qu'il pourrait y avoir un risque terroriste ou que sais-je lié au travail de cet établissement. C'est quand même très compliqué de prendre position derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire, oui, oui, mais on vous est comprenez, piégé par hein, ça. On est ouais, piégé on par est ce quand même, discours. on est un peu tétanisé. Mhm. Hein, un jour, j'écrirai un livre et je raconterai comment on m'appelle un jour, hein, où le préfet m'appelle pour me dire il faut absolument immédiatement que tu cesses l'accord entre Sciences Po Lille et l'établissement. Fais-moi confiance, il s'y passe des choses dont je ne peux pas te parler pour le moment, mais qui sont gravissimes. Mhm. Vous vous rendez compte, quand on vous dit ça dans le contexte de post-attentat du Bataclan, enfin, voilà, moi je me dis, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Oui, vous comprenez. Donc, Mhm. quand vous prenez position publiquement en disant ce qui se passe est compliqué, bah, vous-même, quelque part, vous prenez un risque. Vous vous dites, et si effectivement il y a un ancien d'Averroès qui commet un acte terroriste, waouh! Vous voyez, et je pense que ça, cette sidération-là, elle a saisi l'éducation nationale, qui s'est dit, punaise, si le préfet dit ça et que je me mets à défendre, bah, il vaut mieux que je ne défende pas. Et il y a beaucoup dans les instances diverses et variées, il y a beaucoup d'acteurs publics qui ont mis le clignotant, qui se sont planqués en se disant, le préfet, il joue au poker, il a sorti un brelan d'as, il a dit menace terroriste, atteinte aux valeurs de la République. Boum, je sors ça Mhm. de mon jeu de cartes. Vous êtes en face, vous vous dites, waouh, ça doit être Mhm. gravissime. Ouais, ouais, J'ai non. pas, vous comprenez? Donc c'est très compliqué de faire ça. Parce que dans le cas de l'enseignement catholique, quand il y a des problèmes, c'est pas des problèmes de cette nature. On n'est pas en train de vous dire ils préparent des intégristes catholiques anti-avortement qui vont aller se faire sauter devant un centre du planning familial. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, on n'est pas aux États-Unis, mais vous voyez, c'est différent. Et moi, j'ai eu ça. Vous savez, quand j'ai dit à des amis autour de moi, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des amis qui m'ont dit, mais j'ai dit, mais vous savez, il y a des problèmes dans l'ensemble de l'enseignement privé. Il faut les regarder de manière posée, rationnelle, et s'il faut sanctionner, il faut sanctionner de manière proportionnée. Et j'ai dit, regardez ce qui se passe dans tel établissement. À l'époque, c'était Stanislas. Je dis, regardez ce qui se passe à Stanislas. La réponse souvent qui m'est faite, c'est oui, mais les catholiques ne se font pas sauter. Mhm. Oui, oui, donc ça veut dire que vous êtes là-devant, vous vous dites, aïe, 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 c'est injouable. C'est Mhm. injouable. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Et moi, ça Ouais, m'a, ouais. ça m'a pas été reproché en face. Ouais, ouais, non, mais Jamais. je comprends, oui, je Mais, comprends. mais implicitement, je suis devenu possiblement l'ami des terroristes, quoi. C'est un truc de fou quand même. Après, moi, vous savez, je ne suis pas du tout naïf, hein. Je veux dire que je dis qu'il ne faut pas minorer hein, la menace islamiste, il ne faut pas minorer le comportement. Alors, je vais utiliser un mot que j'aime pas utiliser, séparatiste, disons le comportement problématique d'une partie des musulmans. Il ne faut absolument pas le minorer, hein. Il faut Mhm, bien absolument pas sûr. le minorer, attention. Mais en revanche, donc, il ne faut pas être naïf. Mais en revanche, quand vous avez une démarche de vouloir être sous contrat, donc vouloir être sous contrat, c'est-à-dire je demande d'être sous contrat, c'est-à-dire que quelque part, j'accepte que l'État me contrôle, même si on vient de dire justement que l'État ne contrôle pas. Mais bon, parce que ça veut dire aussi, c'est renvoyer ces établissements vers le hors contrat. Mhm. Pas. Ouais. Et donc, c'est les renvoyer encore plus loin des valeurs de la République. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et le hors contrôle, hors contrat, hors Voilà, contrôle. alors, encore plus non contrôlé. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà que le sous-contrat n'est pas contrôlé, mais c'est encore plus loin. Donc, quelque part, oui, c'est accrédité. C'est ça, c'est que c'est complètement absurde. Hein, on est dans l'absurdie. C'est quelque part indirectement accréditer l'idée que les musulmans ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils sont hors contrat. Oui, mais ils sont Mhm. hors contrat parce qu'ils y ont été Parce envoyés que... dans le hors contrat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais. c'est incohérent. Enfin, il y a un problème de cohérence politique. Voilà. Mhm. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste, moi, rebondir sur deux, trois choses sur les rapports
Bah, je confirme, parce que le CNAL, nous, on a fait une étude en 2021 sur les rapports de contrat, mais c'était la même difficulté pour obtenir les rapports d'inspection qui, en plus, sont complètement différents d'une académie à l'autre et d'un département à l'autre, sur le contenu et sur la forme. Et donc sur ce qui est regardé ou pas. Donc c'est pas étonnant qu'à Betaram, l'inspecteur général ait pu faire un truc un peu différent, même s'il y a eu quand même des changements depuis, et que apparemment il y aurait une volonté depuis le rapport Vanier-Weisberg. Mais bon, 60 TP effectivement d'inspecteurs supplémentaires qu'on va réussir à contrôler tout. Et par rapport à la fermeture administrative, ce qui m'a aussi, moi, fait un peu rebondir, c'est qu'on supprime le contrat. On dit qu'il y a danger, on dit qu'il y a les principes et les valeurs de la République qui ne sont pas respectés. Pour autant, on ne ferme pas administrativement l'école. Donc, on laisse les enfants dans cet établissement qui est, oulala, très, 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 très dangereux, mais qu'on le laisse hors contrat. Donc, c'est-à-dire que les enfants, ils peuvent rester en danger dans cet établissement, juste on les paye plus, on paye plus effectivement, on finance plus. Mais ça, c'est quelque chose, moi, enfin, qui m'a fait un peu aussi rebondir parce que on sait, il y aurait danger. S'il y a danger, je suis désolée, mais on ferme complètement l'école. Enfin, pour moi, Bah, c'est... oui, bah, comme l'a dit Gwenaël tout à l'heure, c'est une délégation de service public. Donc ça veut dire que on dit ben, cette délégation de service public, elle n'est plus justifiée parce qu'il y a danger. Mais on permet à la structure de continuer à fonctionner. Donc c'est un petit peu comme si on avait une structure de l'ASE et on disait ben, le département X dirait ben non, ben, les enfants sont mal, ils sont en danger, donc on arrête de financer, mais si vous voulez continuer à fonctionner quand même sur fonds propres, vous pouvez. Ah, donc vous avez raison, non mais c'est-à-dire que c'est quand même peu cohérent du début à la fin, c'est ça. Et ça vient quand même disons, de la préfecture, qui est une entité tout à fait respectable de la République, avec des hauts fonctionnaires qui ont fait des cursus remarquables, puisque c'est les mêmes que le mien, etc., etc. Oui, c'est quand même ça qui est problématique aussi. Vous voyez, ça vient pas c'est pas une décision militante venant de militants du Rassemblement national. C'est une décision venant des plus hautes autorités de l'administration de l'État. Donc c'est quand même un truc assez étonnant quand même. Voilà.